on peut voir que les traités européens eux-mêmes contiennent des contraintes qui s'exercent sur les politiques économiques, notamment les politiques budgétaires, mais aussi la politique monétaire. On a par exemple déjà dit que la politique monétaire menée par la Banque centrale européenne devait se concentrer sur la stabilité des prix et la lutte contre l'inflation, et ne devait, en théorie, ne pas s'occuper du tout de l'activité économique. En réalité, la Banque centrale européenne est déjà intervenue pour soutenir l'activité économique, que ce soit dans le contexte de la crise économique provoquée par la crise des subprimes, entre 2008 et jusqu'à 2018, ou récemment dans la situation actuelle de la crise économique provoquée par la crise sanitaire. Cependant, elle l'a fait en s'écartant du cadre posé par les traités. Alors, on a considéré que ça ne posait pas de problème, aucune institution, aucun État n'est intervenu pour la reprendre, parce qu'on a considéré qu'en effet c'était nécessaire. Mais, techniquement, elle l'a fait en s'écartant et en ne respectant pas trop, en contournant ce qui était inscrit dans les traités. Autre contrainte imposée par les traités européens à la politique monétaire et surtout à la Banque centrale européenne ne peut pas créer de l'argent qui viendrait directement financer les dépenses publiques et les politiques budgétaires des États européens. En effet, on considère que cela risquerait d'avoir un système de planche à billets qui aurait tendance justement à provoquer de l'inflation, à surchauffer l'économie, sans qu'il y ait de limite, puisque chaque fois qu'un État aurait besoin d'argent, il se tournerait vers la Banque centrale, elle créerait cet argent, et on aurait plus d'argent dans l'économie, mais à un moment, en fait, ça n'aurait pas forcément d'effet sur l'activité économique, ça se contenterait de créer de l'inflation. C'est aussi d'ailleurs pour ça que la Banque centrale européenne est indépendante et n'obéit pas aux injonctions et aux désirs des États européens. Cependant, quand on voit aujourd'hui les limites des politiques monétaires conventionnelles et qu'on s'interroge sur des politiques monétaires non conventionnelles, voire même de nouvelles politiques monétaires non conventionnelles, notamment l'hélicoptère à monnaie, dans ce cas, cette interdiction de financement direct des déficits publics par la Banque centrale pose problème. Certains et certaines économistes proposent alors, et même des députés européens et européennes, proposent alors à la Banque centrale d'annuler une partie de la dette des États européens qu'elle détient, en disant la Banque centrale ne peut pas directement créer de l'argent pour financer les dépenses publiques des États européens, mais elle peut faire disparaître l'argent que les États européens doivent lui rembourser, ce qui va laisser en fait de nouvelles manœuvres budgétaires. Cette nouvelle liberté budgétaire est d'autant plus importante du fait des contraintes qui sont imposées par les traités européens aux politiques budgétaires européennes, notamment dans le cadre de la zone euro. Ainsi, les États doivent avoir un déficit public qui est inférieur à 3% de leur PIB et une dette publique qui est inférieure à 60% de leur PIB. Alors cette condition n'est aujourd'hui remplie par aucun État, et on en est même très loin, puisque vous avez dans le cas de la France par exemple une dette publique qui est aux alentours de 100% de PIB, dans d'autres États elle dépasse même les 100% du PIB. Donc en réalité, la Commission européenne qui est chargée d'appliquer les traités se concentre surtout sur ce critère-là qui semble le plus réaliste. Il faut néanmoins savoir que ces chiffres de 3% et de 60% ne correspondent à aucune théorie, à aucun calcul économique, qu'il s'agissait pour les États européens lorsqu'ils ont commencé à mettre en place la zone euro de poser des limites, mais qu'ils ont ensuite défini ces chiffres au hasard finalement, en considérant que ça leur semblait raisonnable, mais il s'agissait juste du consensus politique du moment, qui a pu être remis en cause du fait de l'augmentation de l'endettement public lors des crises économiques ultérieures. Mais pourquoi, de façon générale, même sans s'intéresser à ces chiffres de 3% et de 60%, pourquoi limiter l'endettement public? Il s'agit en gros d'essayer d'avoir une certaine cohérence entre les États européens et entre leurs différentes politiques budgétaires, d'éviter d'avoir des États qui seraient irresponsables, en tout cas d'un point de vue budgétaire, qui dépenseraient sans compter, en comptant justement juste sur la solidarité budgétaire,
et qui du coup détériorerait les conditions de financement pour l'ensemble des États européens, et de se dire en gros que des États qui sont sérieux budgétairement, qui font attention à ne pas avoir trop de déficit, ne devraient pas payer pour des États qui au contraire sont plus dépensiers. Et donc on oblige tout le monde à être plus sérieux budgétairement. Si vous ne respectez pas ces conditions, la Commission européenne peut appliquer des sanctions. Cette question de la cohérence entre les politiques économiques et de façon plus générale entre la situation économique des différents États européens et notamment de la zone euro, elle se rapporte surtout à la question de la théorie de la zone monétaire optimale. Théorie élaborée par l'économiste américain Robert Mundell, qui est mort il y a peu. Alors cette théorie, elle pose en gros des conditions qui doivent être respectées pour que des États puissent envisager d'intégrer une union économique et monétaire, d'adopter une monnaie commune, voire une monnaie unique, et ce, dans de bonnes conditions. Alors, quelles sont ces conditions? Tout d'abord, il doit y avoir des échanges de biens, notamment importants, au sein de cette zone, entre les différents États. Le but est en effet d'avoir des États qui fonctionnent ensemble, qui sont dépendants les uns des autres, et qui sont déjà fortement intégrés, de façon à ce que l'adoption d'une monnaie commune soit que le prolongement de cette intégration, et que, puisque de toute façon il y a des économies qui sont dépendantes, elles peuvent fonctionner avec une seule monnaie, et notamment avec une seule politique monétaire. Même chose, là, il doit y avoir des situations économiques proches, pour éviter qu'il y ait des problèmes de coordination, des problèmes d'hétérogénéité entre les États, et que tous les États puissent avoir besoin, que tous les États aient besoin de la même politique monétaire. Puisque de toute façon, ils auront la même politique monétaire. Ce sera plus simple s'il y a peu d'hétérogénéité, si la situation économique de ces différents États est proche, parce que dans ce cas-là, on éviterait la situation où un État aurait besoin de taux d'intérêt faibles et un État aurait besoin de taux d'intérêt forts. Si tous les États ont besoin de taux d'intérêt faibles, ou si tous les États ont besoin de taux d'intérêt forts, il n'y a pas de problème. Néanmoins, vous pouvez avoir des chocs asymétriques, même dans ces situations idéales. Et il faut tout coup avoir des moyens de compenser ces chocs asymétriques. Cela peut passer par la libre circulation des capitaux et la libre circulation des travailleurs et des travailleuses. En effet, si vous avez libre circulation des capitaux et des travailleurs et des travailleuses, on se rend compte que lorsqu'un pays est affecté par une crise qui ne touche que lui, par un choc asymétrique, les entreprises qui rencontrent des difficultés dans ce pays et les travailleurs et les travailleuses qui auront du mal à trouver un emploi dans ce pays pourront se déplacer dans un autre pays qui se porte mieux. Et du fait des départs de capitaux, des départs de chômeurs et de chômeuses, vous pouvez retrouver un équilibre. Autre possibilité pour réagir face à un choc asymétrique, de la solidarité budgétaire. Si un pays rencontre des difficultés, il pourra demander de l'aide de la part des autres États européens. Alors, justement, à quel point est-ce que ces conditions sont respectées dans le cadre de la zone euro? Quel est l'état de la situation dans la zone euro? Alors, en ce qui concerne les échanges importants, ils sont là, il n'y a pas de problème. Par contre, on a clairement dit qu'il y avait des situations économiques qui étaient hétérogènes, différentes, et qui du coup exigeaient des politiques monétaires et des politiques de change différentes. La libre circulation des capitaux, elle est là, elle est respectée, il n'y a pas de problème. Par contre, libre circulation des travailleurs et des travailleuses, si en principe, sur le papier, elle se retrouve justement dans les traités européens, on voit bien que dans la réalité, quelqu'un qui chercherait du travail en Grèce ne va pas avoir le réflexe de se dire il n'y a pas d'emploi en Grèce, je vais du coup aller en chercher en Europe. Et que les déplacements sont beaucoup plus faibles, ils existent, mais ils sont beaucoup plus faibles que par exemple entre les différents États américains. Si quelqu'un est au chômage dans un État américain, il peut facilement se déplacer et aller dans un autre État américain qui a une meilleure situation économique, où il aura plus de chances de trouver un emploi, alors que ce sera beaucoup plus compliqué entre deux États européens. Et on en vient du coup à la question de la solidarité budgétaire.
Pour l'instant, elle est assez faible, mais on a vu en place quand même se mettre en place différents mécanismes pour améliorer cette sécurité budgétaire. Par exemple, suite à la crise économique provoquée par la crise des subprimes et ensuite à la crise de la zone euro, qui a montré justement les défaillances et les limites du fonctionnement de l'Union européenne, vous avez des mécanismes de solidarité budgétaire qui ont été créés afin de faciliter le financement d'un État par les autres États. Et dans la situation actuelle, on a vu que des obligations européennes qui avaient été exigées depuis plusieurs années par des économistes ont été créées. Alors une obligation européenne, en gros, c'est au lieu d'avoir les différents États européens qui viennent demander de l'argent sur les marchés financiers, donc avoir la Grèce, l'Italie, la France, l'Allemagne qui viennent séparément demander de l'argent sur les marchés financiers, avec du coup les marchés financiers qui vont poser des conditions de financement différentes pour ces différents États, même si ils vont prendre en compte le fait que ces différents États font partie d'une union économique et monétaire et vont donc par exemple être plus souples avec la Grèce que si elle était totalement indépendante. Là, vous avez l'Union européenne dans son ensemble qui vient demander de l'argent et qui ensuite répartit cet argent entre différents États européens. Mais donc, c'est l'ensemble des États membres de l'Union européenne, si je ne me trompe pas, qui sont responsables de rembourser cette dette. Donc, même si, du coup, elle est répartie ensuite différemment. Pour conclure, on voit que l'Union européenne et les politiques économiques dans le cadre de l'Union européenne souffrent de grosses contraintes et de limites importantes. Peut-être n'aurait-il mieux fallu ne pas créer la zone euro en premier lieu, par exemple, car toutes les conditions pour avoir une zone monétaire optimale n'étaient pas bien remplies. On a voulu les forcer à travers des traités, mais finalement, cela a été assez artificiel et n'a pas tenu aux difficultés dès qu'elles sont apparues. Face à ces problèmes, vous avez deux types de réponses. Vous avez d'un côté des responsables politiques qui disent qu'il faudrait mettre fin à la zone euro, voire à l'Union européenne, pour retrouver du coup la liberté et l'autonomie, la souveraineté qu'on a sacrifiée, qu'on a accepté de limiter dans le cadre européen. Cependant, vous ne pouvez pas vous fonder sur les défauts, dire on a fait des erreurs dans le passé, donc on devrait annuler tout ce qu'on a fait. Une fois que vous êtes engagé, essayer d'annuler ce que vous avez fait risque de poser plus de problèmes et il vaut donc mieux essayer de réparer ce qui est existant plutôt que de tout détruire et de repartir à zéro. C'est pourquoi des économistes proposent au contraire de ne pas revenir en arrière mais d'aller encore plus loin et d'approfondir le mécanisme d'intégration économique en ayant plus de solidarité budgétaire et en approfondissant les mécanismes de fédéralisme budgétaire dans le cadre de l'Union européenne et notamment de la zone euro. Qu'est-ce qu'il en est pour l'avenir de l'Union européenne? La question reste encore en suspens, mais on voit que pour l'instant, c'est du coup plutôt les partisans de plus de solidarité budgétaire qui l'emportent. On verra ensuite sur justement comment s'en sort le Royaume-Uni avec son Brexit, qui maintenant est acté, si cela va plutôt encourager certains États à voir des velléités indépendantistes et à éventuellement quitter l'Union européenne, voire et ou la zone euro, ou si cela au contraire va les décourager. Mais ceci est une question pour le futur auquel on ne peut pas répondre. Je me contente donc de vous souhaiter une bonne journée.